je déclare ouverts les travaux du colloque international sur la corruption et le développement. Au nom de notre intégrité, combattons la corruption. Je vous remercie. Si la littérature scientifique est quasi unanime sur les effets pervers de la corruption sur la croissance économique, force est de reconnaître que de nombreuses lacunes existent encore sur la compréhension et surtout dans le contexte particulier de notre pays. C'est tout l'intérêt de ce colloque, qui présente l'avantage, sinon la chance, de réunir des experts de renommée internationale, d'éminents chercheurs, des décideurs politiques et des représentants de la société civile pour nous permettre d'approfondir notre compréhension des liens complexes entre la corruption, l'insécurité et le développement et de partager les expériences. C'est alignant sensibilisation et sanctions que nous pouvons contrer la dynamique croissante de la corruption. Renouvelons notre engagement dans ce combat, car ensemble, nous pouvons transformer les défis liés à la corruption en opportunités pour un développement durable et équitable en Afrique. L'objectif de ce colloque est pendant une vingtaine d'années, le RENLAC a donné tout son temps pour sensibiliser, pour faire de la plaidoirie, pour expliquer aux gens que la corruption existe et que la corruption est condamnable au plan éthique, économique et politique et qu'il faut la combattre. Nous pensons que cette étape-là est franchie et nous estimons maintenant qu'il faut, pour lutter contre un phénomène efficacement, mieux connaître ce phénomène-là. Or, ce qui permet de mieux connaître un phénomène, c'est quand même la recherche. On fait de la recherche, c'est pour pouvoir expliquer, c'est pour pouvoir comprendre en vue de transformer une situation, en vue de transformer bien entendu des phénomènes. C'est pourquoi nous avons ajouté à notre activité cette activité de recherche qui nous semble importante parce que sans la recherche on ne peut pas aller de l'avant. Notre communication s'est attelée à démontrer quels sont les effets pervers de cette corruption, que ce soit au niveau des acteurs publics ou des différents secteurs d'activité économique. Cette corruption est de nature à affaiblir non seulement les institutions, ce qui les rend moins aptes à faire face aux multiples conflits qui endeuillent nos différentes populations. La corruption n'est pas vue par les acteurs comme quelque chose, comme un crime, comme une pratique anormale, non. On considère que ce n'est pas de la corruption, c'est dit donc, ce n'est pas de la corruption. Il y a tout un symbolisme social de méconnaissance collective et individuelle de la corruption en tant que pratique telle que c'est vécu, qui pourtant, en réalité, habille mal les phénomènes. Il y a des principes de base qu'on doit regarder. C'est de dire qu'en fait, la corruption, quand quelqu'un va dans la corruption, c'est parce qu'il a intérêt à y aller. Il a certainement un gain à tirer, que ce soit du côté du corrompu ou du côté du corrupteur. Et là, il faut qu'on identifie quels sont les gains possibles de quelqu'un qui a corrompu ou de quelqu'un qui corrompt et quels sont les coûts que cela peut engendrer pour lui. Et si on allait identifier les gains et les coûts, on peut jouer sur ces facteurs-là. On ne peut pas se développer en trichant. On ne peut pas se développer à travers les pratiques, les faits, les actes de fraude, de mauvaises pratiques, de corruption, etc. Ça va affaiblir le projet de développement global. Je prends un exemple simple dans le domaine de la commande publique. Voilà, un marché qui est vraiment exécuté dans un environnement de corruption. Le rendu final, qui peut être soit la construction d'une infrastructure routière, administrative, etc., ça va se ressentir. D'abord, l'argent pour le mobiliser, il coûte très cher. Voilà. Et s'il est affecté par les virus de la corruption, ça va affaiblir les investissements qu'on compte faire. C'est pourquoi nous construisons des routes à coût de milliards qui ne tiennent même pas souvent
le temps vraiment de la réception provisoire. On ne parle même pas de réception définitive. La corruption, c'est l'envers du développement. Une lutte contre la corruption, c'est une chaîne. Donc c'est une chaîne, ça demande la participation effectivement de tout le monde, de tous les segments. Effectivement. Voilà. Donc c'est ça qui a été tout l'intérêt effectivement de mon intervention ici sur la problématique de l'efficacité en faisant des propositions de solutions. J'ose croire que déjà au Mali, il faut reconnaître que la machine est en marche dans le cadre de la lutte contre la corruption avec les autorités de la transition qui viennent effectivement d'adopter la stratégie nationale de lutte contre la corruption sortie d'un plan quinquennal 2023-2027. Les corrupteurs, les corrompus, ils sont tapis dans l'ombre, ils ont des moyens, ils menacent, ils ont de l'argent, ils vivent de ça. Ceux qui veulent lutter contre la corruption, qu'est-ce qu'il y a? C'est des gens de bonne volonté, ils reçoivent énormément de menaces. Et ça, c'est très dangereux pour eux-mêmes, pour leur famille. Alors, si bien que parfois, ils en viennent à baisser les bras. Mais ceux qui ne baissent pas les bras, bon, ils ne dorment pas. J'en suis arrivé à la conclusion que ce n'est pas parce que le travail est difficile qu'il faut abandonner. Il ne faut pas baisser la garde, il faut continuer. Comme toutes les causes nobles, ça se défend. Notre travail a porté sur la thématique suivante, l'inclusion financière réduit-elle la corruption dans les pays de l'UEMOA. Voilà. En gros, nous avons mobilisé les ressources méthodologiques nécessaires pour tester la relation qui existe entre la finance digitale et le niveau de la maîtrise de la corruption. Et nous avons trouvé que plus on utilise les services financiers digitaux, plus cela peut avoir une incidence sur la maîtrise de la corruption. Résultat, il faut miser en termes de politique économique qui nous permettent d'améliorer l'accès et l'utilisation des services financiers en vue donc de réduire le niveau de la corruption pour l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA. Nous avons effectué une communication sur la confiance institutionnelle et la perception donc, de la corruption dans les pays en développement. Et nous avons pris le cas des pays de l'Afrique subsaharienne, 30 pays d'Afrique subsaharienne. Et à ce niveau, nous avons montré que la corruption est un élément qui réduit donc la confiance des citoyens vis-à-vis donc des institutions, notamment le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, et la police également, et les différents élus locaux. Donc nous montrons par là que l'expérience de corruption donc, des citoyens font que ces derniers ont tendance à ne plus avoir confiance donc, aux institutions en place. Ma communication a porté sur la problématique de l'efficacité des mécanismes de lutte contre la corruption au Mali de façon spécifique. Au Mali, il y en a plusieurs mécanismes, voilà, que ce soit le mécanisme préventif et même le mécanisme répressif. Mais en réalité, le souci, c'est quoi? C'est un manque de coordination qui joue sur l'efficacité de ces mécanismes-là. Donc, de façon spécifique, j'ai voulu prendre le taureau par les cornes en parlant d'une efficacité vraiment limitée de ces mécanismes-là, en faisant ressortir les faiblesses des mécanismes préventifs et les mécanismes répressifs pour pouvoir proposer avec une certaine perfectibilité de ces mécanismes-là à travers les différentes améliorations et même une participation effective de la société de façon générale. Je tiens à remercier les organisateurs pour cette belle initiative. Durant ces 2 jours, vraiment, on a beaucoup appris sur la question de la corruption et du développement. On a pu vraiment apprendre sur les tenants, les aboutissants et tout ce qui est en rapport avec la corruption et comment cette corruption-là vraiment peut avoir un impact sur le développement de nos nations. Pour vaincre, il faut réellement une volonté politique, sinon ça sera vraiment compliqué de pouvoir venir à bout. Je suis très satisfait des communications qui ont été véhiculées. Vous avez remarqué que j'ai été très actif lors des questions parce que il y a vraiment beaucoup de choses qui me talonnaient et que j'ai pu avoir quelques éléments de réponse, donc concrètement ça m'a beaucoup aidé. Merci pour l'organisation de ce colloque, merci pour tout ce qu'ils nous ont apporté comme éléments de réponse et surtout merci pour ce cadre qui a été vraiment très instructif. Pour une première expérience, c'est un succès. Un succès d'abord par la thématique choisie,
corruption et développement. On sait que la corruption, c'est un fléau pour nos sociétés. Donc, en faire un sujet de réflexion pour les chercheurs, pour les acteurs de terrain, voilà, c'est déjà quelque chose parce qu'on pense que ça va aider à lutter contre la corruption. C'est également un succès vu l'organisation, vu l'affluence des acteurs. Donc, je pense que les gens ont bien accueilli le sujet, la thématique, et donc on voit bien que les débats sont intéressants, les débats sont nourris, et les propositions qui sont faites. Donc ça devrait permettre au sortir de ce colloque-là d'avoir un document qui peut inspirer en fait les décideurs. Je pense que ces colloques doivent être dans la tête des listes, voilà, des colloques auxquels j'ai participé en termes déjà même d'organisation pratique et en termes aussi de la richesse des contenus de communication. La lutte contre la corruption, là, ce n'est pas fait, c'est pas pour le RENLAC, hein, ce n'est pas pour les activistes qui sont à l'intérieur du RENLAC. C'est beaucoup plus pour le pays, c'est pour que le pays avance et les Africains, les pays africains qui ont contribué, c'est pour que l'Afrique avance également dans ce domaine. Une organisation qui aura bientôt la trentaine d'années d'expérience, qui a innové dans beaucoup de domaines et qui ne cesse d'innover, qui pour la première fois décide d'organiser un colloque en partenariat avec des universitaires. Ce qui s'est passé, c'est en 48 heures là, c'est tout simplement formidable. Et je pense que ça inaugure une autre période, ou si vous voulez, un autre pan de la vie du RENLAC, l'approfondissement de la lutte anticorruption au niveau de la recherche avec le centre de formation anticorruption. En tout cas, on a eu beaucoup de difficultés pour organiser le colloque, mais au finish, nous sommes très satisfaits de ce qui s'est passé et nous espérons que c'est un avenir radieux pour la lutte anticorruption qui est en train de s'ouvrir. À l'issue des communications et des discussions, des recommandations ont été formulées dont les principales sont à l'endroit des pouvoirs publics, s'investir davantage dans la lutte contre la corruption. Deuxième recommandation, digitaliser certains services afin d'éviter les contacts physiques pour minimiser les pratiques corruptives. Financer la recherche sur les thématiques en lien avec la lutte contre la corruption. À l'endroit du CEFRA et du CEDRES, 3 recommandations ont été formulées, dont la première vise à valoriser les communications du colloque par l'édition du livre des résumés du colloque. La deuxième recommandation à ces 2 structures de recherche vise à renforcer les partenariats entre les 2 structures par l'élaboration d'une convention de collaboration. Et la troisième communication à les adresser est d'élaborer et mettre en œuvre des projets de recherche afin de résorber les gaps de connaissances sur la problématique de la corruption. À l'endroit des chercheurs, une recommandation est adressée. Il s'agit essentiellement de poursuivre les recherches sur les thématiques discutées au cours du colloque. Le colloque a connu la participation de 362 chercheurs et praticiens, dont 53 en ligne. Les participants proviennent de 8 pays d'Afrique, à savoir le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, le Maroc, la RDC, le Sénégal, le Tchad et le Togo.